Salam alaikum, Azul, bonsoir. 40 ans déjà. 40 ans ont passé depuis le printemps noir. Noir parce qu'il a endeuillé toute une région. Une terre irriguée du sang de 127 jeunes Kabyles. 127 de nos compatriotes. 127 combattants de la dignité, 127 jeunes êtres humains, fauchés au printemps de leur vie, en ces jours de douceur printanière, quand la floraison des genêts enflammait Adrar Ndjarjar. Parmi ces jeunes hommes en colère, poitrine nue, cible vivante pour des gendarmes qui semblaient vaquer à une séance ordinaire de tir, il y avait des adolescents à peine sortis de l'enfance qui appelaient leur maman au moment de rendre leur dernier soupir. 127 morts qui allaient creuser un fossé infranchissable entre toute la Kabylie et un régime criminel qui avait lâché ses gendarmes, un corps auxiliaire de l'armée, contre de jeunes hommes désarmés, dont de nombreux adolescents qu'ils assassinaient laborieusement, posément, par des tirs à hauteur de poitrine ou de tête. Ces tragiques événements avaient commencé après qu'une patrouille de gendarmerie se soit rendue dans un quartier du village à la suite d'une plainte de citoyens pour vol. Les gendarmes traquent un jeune qui s'était enfui et parviennent à le rattraper. À leur retour vers le véhicule civil dans lequel ils étaient venus, dans lequel ils étaient venus dans ce quartier, un véhicule des plaignants eux-mêmes, ils trouvent le jeune Massinissa Germeh sur leur chemin. Massinissa était un jeune lycéen qui devait bientôt passer son bac. On ne sait pas pourquoi, mais les gendarmes ont décidé de l'appréhender, alors qu'il n'était là qu'en curieux, devant la porte de son domicile, en compagnie de sa maman. Arrivés à la brigade de gendarmerie, les deux jeunes attendaient d'être auditionnés dans une salle d'attente quand un coup de feu puis une rafale de Kalachnikov éclatèrent. La version officielle était qu'un gendarme avait laissé tomber sa Kalachnikov dont il avait oublié de mettre la sécurité. Un coup serait parti qui aurait blessé un gendarme et en voulant rattraper son arme, le gendarme aurait mis par inadvertance le doigt sur la gâchette. Une rafale serait partie qui aurait atteint le jeune Massinissa dans les jambes et dans la cuisse. Je rappelle que c'est là la version officielle, qui peut être plausible à la limite, puisqu'un gendarme a été blessé lui aussi. Par la même rafale ou par le coup qui avait éclaté juste avant la rafale. On nous dit aussi que les gendarmes ont tenté de faire des compressions, mettre un garrot, arrêter l'hémorragie. Le gendarme et Massinissa, tous les deux blessés, sont évacués sur la petite clinique de Bnidouala. Mais l'hémorragie de Massinissa est trop grave pour être traitée dans ce petit établissement. Il est alors évacué sur l'hôpital de Tizi Ouzou, où des médecins tentent de le sauver. Mais la situation du jeune blessé est trop désespérée. Alors, il est encore une fois transféré sur l'hôpital Mustapha, dans un état critique, où il est pris en charge toute la nuit
par une équipe de chirurgiens. Peine perdue. Au petit matin, Massinissa rend l'âme. La Kabylie était en effervescence au bord de l'explosion, mais elle avait quand même réussi à garder son calme. C'est alors qu'un personnage très emblématique du régime allait provoquer l'explosion. L'inénarrable ministre de l'Intérieur, Yazid Zarhouni, dont le pseudonyme était Zizi la Gaffe, pour dire, et qui n'en finissait plus de se distinguer dans la provocation bête et méchante, avait déclaré, avec une légèreté qui laisse perplexe, que Massinissa Guermeh n'était qu'un jeune voyou et un petit dealer de 26 ans. Ce sont là ses propres paroles. Il n'en fallut pas plus pour mettre le feu aux poudres. Et c'est ainsi que ce ministre de l'Intérieur, au lieu de tenter de calmer la juste et saine colère des citoyens de la région, au lieu de présenter des excuses publiques et officielles à sa famille, semble avoir délibérément allumé ce brasier qui allait faire 127 morts et des centaines de blessés, dont certains resteront estropiés toute leur vie. Ces événements porteront le nom très évocateur de printemps noir, Tefsut Zaverkant. Le plus triste et qui a été très mal ressenti et très mal vécu par les Kabyles aura été ce manque de solidarité des autres régions avec la Kabylie. La propagande du régime avait fait son œuvre à un point où les victimes d'une atroce répression ont été transformées en ennemis de l'Algérie, en agents de l'étranger. Les médias du régime avaient fait leur œuvre habituelle. Les mêmes méthodes avaient déjà été utilisées quelques années plus tôt pour empêcher la Kabylie de rejoindre la révolte d'octobre 88, au prétexte que les autres régions ne s'étaient jamais solidarisées avec la Kabylie en mars 80, après l'interdiction de la conférence de Mouloud Mamri à Tizi Ouzou. Les mêmes méthodes de division et d'insémination de la haine identitaire étaient utilisées à chaque velléité de sursaut. Parce que éprouvées, ces méthodes, parce que très efficaces pour séparer les enfants d'une même patrie, jusqu'à un certain 22 février 2019, où les printemps de toutes les aspirations fleurirent partout, en même temps, dans tout le pays, dans le pays des hommes libres, dont tous les enfants marchèrent enfin côte à côte vers de mêmes horizons. Aujourd'hui est une autre occasion de nous unir et de nous soutenir les uns les autres. Les 127 victimes du printemps noir, ces dignes fils de la Kabylie, sont les martyrs de toute l'Algérie. Et nous les revendiquons tous en tant que tels.
les informations sont imprécises car Tizi Ouzou est interdite aux journalistes étrangers. La question que l'on peut vous poser, Eric Tarmed, c'est de savoir si au travers de cette revendication culturelle, il n'y a pas une revendication politique avec la recherche à long terme d'une certaine autonomie et pourquoi pas d'une certaine indépendance. Écoutez, tout d'abord, je dois dire que je suis profondément bouleversé d'apprendre que le sang algérien est versé en Kabylie. Avril 80, février 2019, la floraison des printemps. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi en Skype ou au téléphone Hassan Hiresh, analyste politique, docteur en sciences économiques, Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, et Nordin Aoussat, conférencier et écrivain. Hassan Hiresh, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Oui, et je vous félicite d'être avec nous en Skype. Ça a été laborieux, je crois, Hassan. Oui, tout à fait. Vous savez, je suis plutôt un technophobe. Et donc, j'ai un peu de mal à mettre toute cette technique en marche. Mais il y a les animateurs de Auras TV qui m'ont utilement aidé. Eh ben, en tout cas, vous avez réussi mieux que ceux qui s'y connaissent. On vous voit très bien. Vous êtes télégénique. Hassan, alors, marhaba bik, merci d'être avec nous. Voilà, nous commémorons aujourd'hui Tafsout à Berkane. Alors, Hassan, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? 40 ans. C'est 40 ans d'espoir et de lutte qui continuent. Ce que je peux dire, c'est que le mouvement de 80, pour le comprendre, il faut le resituer dans le contexte. C'était un contexte extrêmement difficile. Je rappelle qu'en 1980, c'était un parti unique, c'était une dictature, c'était un pouvoir militaire et aucune idée, aucune organisation, aucune association qui ne soit liée au pouvoir militaire au FLN qui ne peut être acceptée. Donc c'est dans un contexte d'une Algérie complètement verrouillée, complètement bâillonnée, que des militants, depuis un certain nombre d'années, se réunissaient, essayaient de trouver des brèches pour que l'Algérien puisse respirer, pour que la dignité des Algériens puisse être recouvrée. Donc c'était un long combat qui a abouti à avril 80, qui était une explosion générale. Ça a commencé symboliquement par une petite conférence d'un grand monsieur, d'un grand anthropologue, écrivain, linguiste, Mouloud Mamri, qui voulait tout simplement faire état de ses recherches sur la poésie kabyle ancienne. Donc quoi de plus naturel de parler de la poésie algérienne à des étudiants algériens. Mais le pouvoir de l'époque ne l'a pas entendu de cette oreille et tout ce qui était autour de la berbérité était frappé de vices de forme, était interdit, était considéré comme une production du colonialisme, comme une main étrangère et tutti quanti. Donc, ce que je peux dire, c'est que symboliquement, c'est autour de la culture, autour de la poésie, autour de l'histoire que la déflagration a eu lieu. C'est-à-dire une humiliation de plus. Cette interdiction a conduit les étudiants et les enseignants à réfléchir qu'est-ce qu'il fallait faire. Ils ont décidé que le lendemain, 11 mars, parce que la conférence était le 10 mars, donc le lendemain, 11 mars 1980, ils allaient faire une première manifestation devant le siège de la wilaya. Et ça a été fait, donc des centaines, puis des milliers d'étudiants, de citoyens de tout âge se sont regroupés pour contester contre cette interdiction, contre le fait qu'un savant qui
totalement pacifique, qui est symbolisé une espèce de fraternisation de l'Algérie, parce qu'il était dans tous les coins d'Algérie pour dispenser son savoir, et même d'Afrique du Nord. Et c'est comme ça que les manifestations ont été amplifiées de jour en jour, de semaine en semaine, parce que la répression s'est abattue sur les premiers manifestants. Ensuite, ça a poussé l'ensemble de la population à descendre des villes, des villages, des usines, des hôpitaux, etc. C'est ainsi que ça a pris énormément d'ampleur. Et la date du 20 avril est une date symbolique, parce que c'est une date en fait qui est restée maintenant une journée contre la répression, parce que Hadi Khediri, qui était à l'époque DGSN, donc directeur de la police nationale, a envoyé ses troupes, les SNS, pour investir l'université, l'hôpital et l'usine d'électroménager, et a procédé à une répression absolument bestiale, aveugle, de grande ampleur, des milliers de blessés, des milliers d'arrestations, parmi lesquels 24 d'entre eux étaient conduits devant la Cour de sûreté de l'État. Voilà comment une conférence sur de la poésie pouvait conduire en ces temps-là devant la Cour de sûreté de l'État pour atteinte à l'autorité de l'État. Et 20 ans plus tard, à cause d'un ministre de l'Intérieur qui, au lieu de présenter ses excuses, demander pardon, de déplorer, de regretter, traite la victime, un jeune lycéen qui s'apprêtait à passer son bac, à peine âgé de 18 ans, de dealer, de jeunes délinquants de 21 ans, dealer de drogue, et il a mis le feu aux poudres, et cela a entraîné 127 morts, des milliers, peut-être des centaines ou des milliers d'estropiés, et sans rien de plus, sans même présentation de regret. Ça s'est passé normalement. Mais ce que je voulais vous demander, Hassan Hirsch, c'est que 40 ans plus tard, malgré tout ce qu'ils ont entrepris, tout ce qu'a entrepris ce régime pour nous diviser, pour nous séparer, pour nous monter les uns contre les autres, est venu le jour où tous les Algériens sont sortis sans distinction, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et en criant. À Oran, il disait « Ya al-Qbaïl, bravo alaykoum, al-Jazair taftakhar bikum ». Et à Bjaya, des jeunes bougiotes criaient « Ya al-Waharna, bravo alaykoum, al-Jazair taftakhar bikum ». Ça veut dire que c'est une immense victoire du peuple algérien qui a réussi à passer, à briser cette propagande odieuse qui pour permettre à ce régime de continuer à dominer ce peuple, n'avait trouvé que cette méthode de diviser les Algériens, de les monter les uns contre les autres. Absolument, Djemal Din, nous avons affaire à un pouvoir mafieux, vulgaire et complètement méprisant vis-à-vis de son peuple. Donc, ce qui a été dit à propos du jeune Guelmah Massinissa, qui, entre parenthèses, est un brillant lycéen, j'ai une pensée très forte pour sa famille et pour les familles de toutes les victimes. Cette insulte-là envers un jeune qui a été assassiné au sein d'une gendarmerie, indique bien effectivement que le pouvoir algérien depuis 1962 est un pouvoir tout simplement en marge de la société. Le problème de l'Algérie, c'est qu'effectivement nous avons affaire à un État, à un pouvoir qui a pris l'État en otage et qui est totalement contre la société. Le combat de 1980 était très clair. C'était reconnaissance de Tamazight, liberté démocratique, changement de système, c'était pluralisme politique,
pluralisme religieux, pluralisme linguistique, pluralisme culturel, etc. Et ce pouvoir militaro-FLN de l'époque a essayé par tous les moyens d'ethniciser le combat, de régionaliser le combat, de le marginaliser, etc. Comme les moyens de communication de l'époque n'étaient pas ceux qui sont aujourd'hui. Donc les militants qui étaient sur le terrain ne pouvaient pas expliquer à l'ensemble des Algériens que cet élan généreux, cet élan du cœur était évidemment un élan pour libérer l'ensemble de l'Algérie. C'est petit à petit, au fur et à mesure des années qui passaient, que le mouvement a été enfin compris et qu'il a été une des origines, pas la seule, mais une des origines de ce que nous vivons maintenant, parce que le mouvement de 80 a donné naissance à la Ligue algérienne des droits de l'homme, a donné naissance à la première association des enfants de Chouada, qui refusait que la mémoire de leur père, de leur grand-père, soit utilisée par le pouvoir mafieux pour légitimer le pouvoir en place. Et donc, c'est la suite logique qui a conduit aux événements d'octobre. Et je rajouterai par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, que la Kabylie attendait en fait l'issue du 5 octobre, parce que comme il y a énormément de manipulations, comme nous savons justement que le pouvoir est totalement diabolique, les acteurs de la Kabylie de 80 attendaient de voir exactement ce qui se passait pour se joindre au mouvement d'octobre. Malheureusement... Mais entre autres, Hassan, nous savons très bien, vous et moi, et de nombreux autres observateurs, qu'un petit groupe dirigé par l'Arbi Belkhair à l'époque, Touati et d'autres, avait pris en main une opération pour empêcher la Kabylie de rejoindre octobre 88, parce qu'ils se sont dit que si jamais la Kabylie rejoint octobre 88, c'en est fini de nous. À un moment où toute l'Algérie dort, il ne faut surtout pas que la Kabylie rejoigne le mouvement. Et ils ont envoyé des gens à eux qui ont distillé des propagandes et d'autres, notamment celle qui consistait à dire aux Kabyles « Attention, ne rejoignez pas ce mouvement, eux n'ont jamais marché avec vous, ce n'est pas le moment de marcher avec eux. » Vous savez, ces gens-là, c'est les gens du pouvoir qui distillent ce genre de venin. Ils ont essayé de le faire aussi le 22 février 2019. Oui. Donc la Kabylie, les militants de Kabylie à l'époque étaient totalement lucides. Le discours de pouvoir qui distillait ce genre d'insinuation passait totalement inaperçu. On attendait seulement de voir qu'allait être la revendication du 5 octobre pour que la Kabylie se mette en marche. Et comme le mouvement d'octobre n'a pas duré, donc la Kabylie n'avait pas tout de suite rejoint, parce que, encore une fois, le mouvement du 5 octobre, malheureusement, n'a duré qu'une journée ou deux, et donc n'a pas... Ah non, il a duré plus d'une dizaine de jours. Mais bon, ceci relève de l'histoire. J'espère que des historiens viendront nous éclairer avec des faits, des détails. Tout à fait, M. Benchenour. Ouais. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que le pouvoir en place, encore une fois, illégitime, mafieux, insidieux, etc., essaye par tous les moyens, y compris à ce jour, de diviser les Algériens, oui, d'ethniciser les combats, de régionaliser les combats, de les émietter, mais qu'aujourd'hui, on voit très bien que le résultat, c'est que les Algériens ont compris que la cohésion nationale peut garantir l'issue d'un combat, et c'est ce qui est en train de se mener. Donc, encore une fois, le mouvement de 80 a été une ouverture vers quelque chose de nouveau, parce que jusque-là, tout ce qui était contre le pouvoir, c'était organisé autour
d'actions violentes, des tentatives de coup d'État, des maquis, etc. Et donc le mouvement de 80 a pris la leçon de cela et a préféré justement inaugurer une lutte pacifique, même quand les armes ont été tournées diaboliquement contre eux. Restez avec nous, Hassan Herj, je reviens à vous dans un moment. Nourdine Aoussat, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, c'est Jamaldine. Merci. Alors, Nourdine Aoussat, avant de vous poser une question en particulier, nous allons revoir ce qu'a répondu Hussein Ait Ahmed, Rabbi Rahmou, Monsieur Hussein Ait Ahmed, à ce journaliste français qui lui avait posé la question et qui avait même prononcé le mot d'indépendance. Est-ce que vous ne pensez pas que cette répression pourrait entraîner la région à revendiquer son indépendance? Et regardez ce qu'Ait Ahmed lui répond. Regardez bien et écoutez bien. On dit qu'il y a eu des victimes dans ces affrontements et de nombreuses arrestations, mais les informations sont imprécises car Tizi Ouzou est interdite aux journalistes étrangers. La question que l'on peut vous poser, Ait Ahmed, c'est de savoir si au travers de cette revendication culturelle, il n'y a pas une revendication politique avec la recherche à long terme d'une certaine autonomie et pourquoi pas d'une certaine indépendance. Écoutez, tout d'abord, je dois dire que je suis profondément bouleversé d'apprendre que le sang algérien est versé en Kabylie. Je suis bouleversé d'apprendre que du sang algérien est versé en Kabylie. C'est tout dire, c'est tout un discours dans cette petite phrase. Nourdine Aoussat, au sujet de ces tragiques événements qui ont coûté la vie à 127 de nos compatriotes, qui ont occasionné des handicaps parfois très très sévères, irréversibles, à des centaines de gens pour la vie, qui sont devenus des handicapés à vie, qui ont endeuillé des centaines de familles. Nourdine Aoussat, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Ce que je peux dire, c'est que malheureusement, ce pouvoir-là est toujours le même qui est à la tête de l'Algérie. Il n'a pas changé dans sa manière d'œuvrer, il n'a pas changé dans sa politique, dans son idéologie, et c'est toujours le même langage, c'est toujours la même politique, celle de la répression. Octobre 88 ou bien avril 2001 par la suite, ou avant le printemps berbère de 1980, tous ces mouvements-là, bien entendu émanant de façon spontanée ou plutôt réfléchie, mais plus spontanée que réfléchie, plus en réaction qu'en action, et visent toujours la même chose, que le peuple ait sa parole, que le peuple ne soit plus asservi, ne soit pas un pion, ne soit pas un vassal d'un pouvoir qui se conçoit et qui se croit comme celui de Seigneur. Voilà, pour moi, ce sont des mouvements qui restent dans la mémoire de l'Algérie. C'est l'histoire de l'Algérie, mais février 2019 n'a été possible que parce qu'il y a cette mémoire-là chez les Algériens. Donc ce sont tous ces mouvements régionaux parce qu'ils n'ont pas eu une ampleur nationale, et face au même pouvoir et à ces agissements qui a été et a eu pour aboutissement février ou le 22 février 2019. Ce régime, Nourdine Aoussat, qui avait réussi à nous maintenir, à nous bloquer, à nous faire regresser encore plus tôt que le Moyen-Âge, que le haut Moyen-Âge, au point où nous vivions encore, il n'y a pas très longtemps, dans un pays où on disait Azwawa, l'Aqba'il, Shawiya, Ta'arabat, mais de façon très péjorative. Hein. Ce n'est pas pour reconnaître une autre communauté, parce qu'il n'y a aucun mal à ce qu'il y ait des communautés et d'autres dans une nation
En France, il y a des Normands, il y a des Bretons, il y a des Auvergnats, il y a des Aveyronnais. Mais en Algérie, c'était perçu presque comme j'allais dire, une adversité. C'était une animosité. C'était l'ennemi. Tarab, Zouawa. Maintenant, ils ont inventé un mot nouveau, Zouave. Donc personne ne connaît quelque chose. Hein. Zouave, je rappelle qu'il a été créé par un monsieur qui est mort aujourd'hui. Il est mort en Écosse, je crois. J'étais personnellement en contact avec lui. Et il a voulu faire croire que les Kabyles étaient tous des Zouaves, c'est-à-dire contre l'Algérie, une sorte de harki, alors qu'ils ne connaissent même pas l'histoire du corps des Zouaves. Mais donc les gens sont tombés dans ce piège, ce traquenard, au point où on a entendu même dans une télé publique le mot prononcé, les Zouaves, Zouef, comme ils disent. Mais aujourd'hui, Nordin Aoussat, après février 2019, les Algériens ont montré, mais de façon absolument fabuleuse, qu'ils étaient toujours des compatriotes, qu'ils étaient toujours tournés vers un même destin, vers de mêmes horizons, et qu'ils ne laisseraient personne les séparer. Aujourd'hui, à ce moment où nous commémorons ce tragique anniversaire du Printemps Noir. Qu'est-ce que vous pensez de cette formidable résistance des Algériens qui ne se sont pas laissés diviser, même si, je dois le préciser parce qu'il faut dire la vérité, même si au sein de notre société, il subsiste des extrémistes très minoritaires, mais très agissants, qui essayent d'allumer le brasier de la discorde, mais ils n'y réussissent pas, c'est peine perdue. Absolument, je dirais que, alhamdulillah, grâce à Allah, donc cette marche ou bien je dirais ce mouvement qui a duré toute une année, c'est-à-dire qu'on a vu toutes les saisons, tous les mois, tous les anniversaires de l'année passée, de février 2019 à février 2020, et voire même début mars. Donc nous avons nous avons vécu un autre récit de l'histoire nationale se réécrire. Nous avons assisté donc à la commémoration d'avril, la commémoration du 1er novembre, du 5 juillet et tous les anniversaires et toutes les dates qui comptent pour les Algériens. Et nous avons donc vu comment ils étaient célébrés, ils étaient commémorés dans l'unité, que ce soit au centre de l'Algérie, à l'est, à l'ouest, au sud, dans toutes les régions d'Algérie, dans les 48 wilayas. Quand il s'est agi du 5 juillet, c'est tout le monde à l'unisson. 1er novembre, tout le monde à l'unisson. Le 20 avril, tout le monde à l'unisson. Le 16 avril, la date de commémoration de la mort de Cheikh Ben Badis, tout le monde à l'unisson. Pas de différence, pas de distinction. Ils le disaient même dans leur slogan. Qbaili, Chaoui, Targui, Neili, Ardi, tous des Algériens. Il n'y a pas de distinction entre les uns et les autres. Cette ultra-minorité qui se fait entendre, certes, mais elle est minoritaire, ultra-minoritaire. Elle ne pourra plus, Inch'Allah, diviser les Algériens sur des petites querelles d'histoire ou culturelles ou politiques ou autres. Il y a un seul territoire, un seul pays. Je dirais ces contours et ces frontières sont connus dans toutes ces compositions, dans toutes ces composantes. Ils sont tous des Algériens au même titre. Il n'y a pas plus Algérien que l'autre, il n'y a pas moins Algérien que l'autre. Araven, L'Qbayel, Narj, Seki, Aqla, Raquis, Zizayriyen, Zarav, Tmour, que tout le monde a dit. Nordin Aoussat, aujourd'hui, 20 avril, commémoration de ce tragique événement qui a coûté la vie à 127 de nos enfants. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en ces temps de confinement, si aujourd'hui, avec notre fameux credo du Mehres et des Zgharit,
si tous les Algériens aujourd'hui, aux quatre coins du pays, se mettaient à crier leur amour, leur solidarité, leur attachement à leurs compatriotes de Kabylie, depuis leur confinement, depuis leurs fenêtres, depuis leurs balcons, depuis leur quartier. اليوم نوريو لهم كامل هذا الناس باللي nous sommes unis et que nous sommes avec nos frères qui sont tombés ce jour-là, avec leur famille. واش تخمم خويا نور الدين يعني لو كان خويا سي نور الدين لو كان aujourd'hui les Algériens aux quatre coins du pays se mettaient à manifester depuis chez eux par Zgharit, par le Mehres, par l'Ayat, par Tahia el-Jazaïr, leur solidarité avec leurs frères de Kabylie? Je pense que ça viendra. Ça viendra. C'est inéluctable. On ne peut échapper à cela. Le jour où les moyens d'information, les moyens de communication, dans toutes les langues que les Algériens comprennent, le français, l'arabe, le kabyle, et dans les dialectes, le jour où viendront des gens intègres, des gens à la parole vraie, leur expliquer l'histoire, leur expliquer ce qui s'est passé, là, je pense que l'Algérien, comme il est dans son fond, c'est-à-dire dans ses valeurs qui sont bien ancrées depuis des générations, il n'hésitera, aucun Algérien n'hésitera à manifester, à exprimer sa solidarité avec ce que d'autres frères, d'autres compatriotes à lui ont subi ailleurs dans d'autres régions d'Algérie. Moi, je n'ai aucun doute dans cela. Je connais bien l'Algérie dans toutes ses composantes et je connais bien et je sais et je suis convaincu, la guerre de libération de 1954 nous l'a montré, que ce peuple est il est indivisible, ils sont capables de manifester cela. Seulement, voilà, j'aimerais rajouter un point, si Jamaldine, par rapport à ce que notre ami Hiresh avait dit tout à l'heure, et d'ailleurs que je salue. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas rencontrés sur le plateau. Je te salue, cher Hiresh. Donc, je disais que octobre 88, par rapport à moi, ce que j'ai retenu, ce n'est pas tout à fait ce que Hiresh a dit, et on doit avoir la maturité, on doit avoir, je dirais, l'assurance et la certitude que notre passé, on doit l'assumer quel qu'il soit. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé de ce que j'ai retenu en octobre 88 du côté de quelques, si ce n'est une bonne partie des acteurs du printemps berbère. Le livre édité par Le Matin, Octobre, il parle, qui est un livre magnifique d'ailleurs, et des témoignages d'une valeur historique très importante. Et les interviews que j'ai pu lire, moi, le 10 ou 11 octobre, de Nordine et Hamouda, notamment sur le journal Le Monde, c'est que malheureusement, les acteurs de la culture berbère sont restés en retrait. C'est pas non plus un mal, hein, c'est-à-dire d'être resté en retrait et de ne pas se joindre à un mouvement qui a été déclenché à Alger, dont on ne savait rien des tenants et des aboutissants. Mais la raison pour laquelle ils sont restés en retrait, ce n'est pas pour voir l'issue de ce qui s'est passé, mais parce qu'ils sont rentrés en contact avec les gens du pouvoir qui, eux, savaient pourquoi le mouvement d'octobre 88 était là. Mais je dirais, c'est une page de l'histoire. Et c'est justement cet événement-là qui a permis que le 20 février ou le 22 février soit une réalité, qu'on n'agit plus, qu'on ne milite plus pour une cause partielle, mais on milite pour une cause globale qui concerne... Et je suis d'accord avec vous, Nordine Aoussat, comme beaucoup de gens d'ailleurs qui sont au courant un peu de ces événements, que des gens du pouvoir, dont l'Arbi Belkhair, dont Général Touati, entre autres, hein, avait piloté une opération pour empêcher la Kabylie de rejoindre le mouvement
du 5 octobre et qu'ils ont utilisé des gens du mouvement berbériste. En effet, ce n'est un secret pour personne d'une façon générale. Restez avec nous, Nordin Aoussat. Je reviens à vous dans un instant. Anna Issa Rahmoun, maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Merci d'être avec nous, Issa Rahmoun. Bonsoir Si Jamel, bonsoir Si Hassan, bonsoir Si Nordin. Ça fait longtemps effectivement. Plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir est pour nous, Issa Rahmoun. Alors, vous d'abord, comme militant des droits de l'homme, comme avocat, doublement interpellé donc par ces événements très douloureux où les violations des droits de l'homme ont été absolument ahurissants, hallucinants, où un ministre de l'Intérieur traite une victime d'une grosse bavure de voyous, de petits dealers, au point où il altère même son âge. Il en fait un homme de 26 ans alors qu'il n'avait même pas 19 ans. Quelle est votre lecture aujourd'hui, 40 ans plus tard Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous étiez un petit bébé, j'imagine. Non, en 80, effectivement, j'avais 2 ans, mais en 2001, j'étais un émeutier. Ah, d'accord, très bien. Alors, dites-nous votre point de vue. On ne peut pas dissocier, je pense qu'au préalable, on ne peut pas dissocier le discours de l'ex-ministre de l'Intérieur, qui est Nordin Zerhouni, par rapport à sa déclaration révoltante. On était indigné pendant sa déclaration, pendant ce temps-là, mais aujourd'hui encore plus fort parce qu'on est dans un pays qui consacre l'impunité, qui consacre la négation de la mémoire, qui occulte les vérités et qui ne fait pas dans un travail de pédagogie, de réparation. Mais je pense que tous ces événements, et surtout la commémoration, l'évocation du 20 avril 80 et l'évocation du printemps noir de Kabylie, on ne peut pas le dissocier d'un long cheminement, d'un long combat de plusieurs générations, depuis la création de l'étoile nord africain jusqu'à l'assassinat de Abban Ramban, jusqu'à l'insurrection du FFS en 63. Donc tous ces événements qu'on vit actuellement avec le 22 février, c'est le prolongement historique. C'est le prolongement historique, éthique de tout ce que nos aînés ont essayé d'apporter comme démocratie, comme mot libre, comme liberté d'expression, comme développement au peuple algérien. La crainte, et je voudrais aborder cette piste en tant que juriste, mais aussi observateur de la scène politique et militant des droits de la personne humaine. Souvenez-vous qu'en 63, l'Algérie venait de sortir d'une guerre atroce, d'une guerre qui était menée contre pratiquement la 4e puissance mondiale, et 1,5 million de chouhada, mais aussi combien de familles orphelines, combien de veuves, combien d'handicapés, combien de déplacés, combien de terres confisquées par le colon, distribuées à des bni ammi, à des bni khali, à des caïds de quartier. Ces privations ont empêché les Algériens de revendiquer ce que le FFS en 63, d'une manière générale, indiqué, était le phare de la démocratie à l'époque. Les années 80, c'est des années, on commence du 20 avril 80 jusqu'à 88, au 5 octobre 88, c'est des événements jalonnés par aussi des années de négation. Il faut rappeler, je rejoins tout à fait mon ami Hassan Herash dans l'évocation chronologique des événements, mais le contexte international de l'époque, c'est que l'Algérie était aussi coincée entre la guerre, entre les deux pôles qui ont alimenté la guerre froide. Et dans ce contexte, toute voix qui s'élève contre un régime arabo-ba'athiste en particulier, mais aussi un régime dictatorial et militaire à la fois, était très mal vu par les autres régions du pays parce qu'il n'y avait pas les moyens de communication, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas de société civile, il n'y avait pas de pluralisme politique et médiatique à la fois. Vient par la suite les années 2000 qui sont l'héritage de l'intronisation de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. 2001, les années 2000 viennent après une guerre civile
qui ont endeuillé beaucoup de familles algériennes, 200 000 morts, combien de disparus, combien de déplacés forcés, combien d'handicapés, combien de malheurs qui s'est abattu sur le peuple algérien. Et le souci pour les Algériens était la stabilité, le retour à la vie normale, le retour à aller à la plage, à voyager, à organiser une fête, à discuter en famille, à retrouver une ambiance sociale sereine comme un humain qui se respecte. La peur aujourd'hui, on est les années 2020 et du 22 février 2019 au-delà. Et là, je vais apporter un témoignage juste après ce que je vais annoncer, c'est qu'on est aussi en face à deux problèmes très sérieux. La pandémie internationale qui frappe l'humanité tout entière avec les règles du jeu imposées par le régime actuellement, mais aussi la crise économique on la voit venir. Et j'ai peur réellement. Il y a une peur, c'est la peur d'un militant que nos compatriotes, que les militants vont aussi s'aligner sous la couverture de la stabilité, de l'intérêt suprême du pays pour laisser encore ce régime sévir 50 années menad el-Goddam. Je vous rappelle aussi, effectivement, comme disait Hassan Hirash ou la Sinourdine ou la Si Jamal, en 88, il y avait des émissaires du régime pour laisser de côté la région de Kabylie, ne pas rejoindre la révolution du 5 octobre. Je suis témoin à Tizi Ouzou le 22 février, il y avait une marche, mais elle n'était pas très imposante en matière de nombre, de revendications, de slogans. Si ce n'était la marche des avocats du 28 février qui a libéré les esprits, qui a libéré cette manière de voir, de se recroqueviller sur nous-mêmes, effectivement de tomber dans le traquenard, dans le deuxième traquenard du régime qui est isolé, encore une fois, la Kabylie du reste du pays. Et moi-même, dans un groupe d'avocats signataires de l'appel de la marche, on était appelés par des responsables du Conseil de l'ordre, quelques responsables du Conseil de l'ordre des avocats de Tizi Ouzou. On les connaît pour leur accointance avec le régime ici en place locale, mais aussi par des éléments des renseignements généraux qui nous menaçaient pour l'effet d'organiser cette marche. Donc on est sous le même régime depuis l'indépendance à nos jours. Et vous vouliez annoncer quelque chose, Issa Rahmoun ? C'est ce que je viens de dire, Si Jamal. Oui. C'est qu'effectivement, le 22 février 2019, oui, après l'appel de la première marche des avocats, d'accord. Moi, je pensais que vous aviez beaucoup d'éléments. Je pensais que vous aviez quelque chose à annoncer, pas à nous rappeler. D'accord. Non, c'est à rappeler, effectivement. C'est juste un rappel. C'est qu'effectivement, les larbins du régime dans toutes les localités œuvrent toujours à ce que la révolution du sourire s'arrête en profitant de la menace de la crise économique qui se pointe à l'horizon, mais aussi de la pandémie sanitaire internationale. Issa Rahmoun, en ces temps de recueillement, en ces temps où nous marquons une sorte de halte, non seulement pour lutter contre la pandémie, pour essayer de nous sauvegarder, nous sommes aussi à un moment, à une sorte de croisée des chemins où les Algériens vont se rencontrer tout en étant chez eux. Depuis chez eux, aujourd'hui, communier en quelque sorte pour un même événement, pour rendre hommage, pour saluer la mémoire de nos enfants qui sont tombés en ces jours tragiques, mais aussi et surtout pour lutter contre ces tentatives chafouines, sournoises de ce régime, mais pas seulement du régime, d'autres partis aussi qui essayent de nous diviser, de nous séparer, de nous monter les uns contre les autres, de semer du chardon dans nos cœurs, de semer les graines de la haine en nous. Qu'est-ce que nous pouvons faire, mon cher ami, pour essayer de contrecarrer ces choses affreuses, mais surtout pour faire comme les gens de Wahran quand ils disaient « Ya al-Qabayl, bravo alaykum, al-Jazair ftakhar bikum »
ou comme les gens de Bjaya qui disaient aux gens d'Oran la même chose. Comment faire pour essayer, nous, de faire pousser les fleurs de l'amour, les fleurs de la bienveillance, de l'indulgence, de l'amour entre nous, de la solidarité avec les plus démunis en ces temps très durs? Comment faire, Aïssa Rahmoun? Je pense qu'actuellement déjà, les ponts de solidarité se tissent entre les différentes wilayas d'Algérie. Je vous rappelle que Tizi Ouzou, avec son responsable de l'UGCA, l'Union Générale des Commerçants Algériens, à qui je rends un grand hommage, M. Samir Djibbar, a alimenté avec le reste des grossistes de Tizi Ouzou, par exemple, en collaboration avec ceux de Boumardas, de Béjaïa et d'Alger, ont alimenté la wilaya de Blida en termes de denrées alimentaires, en termes de matériel paramédical. Ces pans de solidarité qui se créent dans la société, parce que réellement le régime navigue dans une destination, mais le peuple navigue aussi dans une autre destination. Le régime continue à essayer de mater les activistes du Hirak, à utiliser cette pandémie pour rendre des comptes, pour solder des comptes avec des activistes, des militants. Mais la société est en train de se construire. La solidarité, elle est là. Sincèrement, je vois dans les villages, dans les quartiers, c'est pas seulement en Kabylie, mais un peu partout dans le territoire, au niveau du territoire national, que les jeunes s'organisent. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce sont des jeunes. Et à partir de la solidarité, cette solidarité organique, se crée une solidarité mécanique. Ce qui veut dire que cette solidarité va être, après la fin de la pandémie, Inch'Allah, des moyens d'articulation, d'une structuration, d'un mouvement national de solidarité. La Kabylie, elle était comprise juste après je pense, le quatrième mandat de Bouteflika. Actuellement, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles technologies de communication, tout Algérien, tout jeune Algérien est journaliste chez lui. Dans les réseaux sociaux, en consultant les différentes pages qui sont très actifs sur la toile, on voit des jeunes de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord du pays qui s'invitent mutuellement, qui discutent, qui élaborent leur constitution à leur manière, qui élaborent leur manière de voir l'Algérie de demain. C'est ça aussi l'héritage d'Avril 80. Parce qu'Avril 80 et Avril 2001 de Kabylie, c'est un mouvement déjà, quand on parle du MCB, c'est un mouvement qui draine autour de lui beaucoup de corporations, beaucoup d'idéologies, beaucoup de manières de voir les choses. C'est ça un mouvement. Le mouvement, il est populaire. Ce MCB, il a créé plusieurs générations de militants. Il est dans l'anticipation. C'est la capitalisation de toutes ces années de lutte des militants de Kabylie qui se disent algériens. Je suis très touché par la phrase assassine à l'encontre du régime de Hossein Ahmed, quand il disait que le sang algérien a coulé en Kabylie. Oui. Mais la revendication démocratique qui a existé en Kabylie s'est très vite propagée en Algérie. C'est un grand hommage qu'on rend à cet homme, mais aussi à Alim Seli qui était derrière les événements de 80. Il ne faut pas l'occulter. Et je me joins à vous pour rendre hommage à ces deux grands personnages, Rabbi Rahman. Hassan Hirsch, je reviens à vous. D'abord, est-ce que vous auriez quelque chose d'autre à dire avant que nous ne passions à un autre sujet plus général? Je veux juste rappeler à mon ami Nordin Aoussat qu'en 88, c'est notre comité qui est collectif contre la répression en Algérie, qui était né suite à la création de la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui a organisé les manifestations à Paris pour les événements de 88, d'octobre 88. Voilà. D'accord. Alors, Hassan Hirsch, nous avons tous tendance, surtout en ces temps un peu agités,
de voir en ce régime une sorte de machin comme ça, homogène, qui est habité par des gens, des robots qui se ressemblent tous, qui ont tous la même façon de voir, alors qu'il n'en est rien. Hassan Hirsch, nous sommes d'accord. Ce régime est très hétéroclite, pour ne pas dire très interlope. Et à l'intérieur, il y a néanmoins des gens honnêtes, des gens intègres, des gens que s'ils n'étaient pas là, et je le dis souvent, hein, vous appuieriez sur l'interrupteur, il n'y aurait pas d'électricité, vous ouvririez votre robinet, il n'y aurait pas d'eau, etc. Donc il y a des gens qui sont là à nous servir, ce sont les piliers de cet État algérien dont nous rêvons et qui ne s'est pas encore cristallisé, de cette République qui n'est encore jamais née. Mais comment faire, Hassan Hirsch, en ces temps troubles, où il y a une guerre des clans atroce au sein de ce régime, des gens qui veulent en découdre et qui pourraient en arriver à plus grave, à Dieu ne plaise. Comment faire pour essayer d'aider les gens qui sont à l'intérieur de ce régime et qui sont pour le Hirak, qui sont pour la transition, qui sont pour l'Algérie, unis, indivisibles, comment faire pour leur permettre d'être plus forts et de pouvoir booster hors du jeu ces gens, ces parasites, ces criminels qui nous mènent droit au mur? Je crois que la réponse est dans votre question, Monsieur Benchenouf, parce qu'effectivement, c'est à nous de faire prendre conscience que le régime algérien, lors même qu'il est multicéphale, lors même qu'il y ait un pouvoir mafieux à l'intérieur, il y a toujours effectivement des hommes et des femmes qui sont sensibles à ce qui se passe dans la rue algérienne, qui sont sensibles aux cris des Algériens pour un changement de système, pour la construction d'une démocratie, un état de droit, un pluralisme en tout, en politique, en religion, en culture, en langue, etc., etc. Donc, je crois qu'ils ont une oreille attentive à ce qui se passe. Ils écoutent les clameurs du peuple algérien qui souffre et qui, comme disait Maître Aïssa Rahmoun, va être là confronté à une des plus graves crises économiques dans les semaines ou les mois qui vont venir. Donc ce que nous pouvons dire à ces hommes-là et ces femmes-là qui sont restés dignes malgré un climat mafieux qui règne dans les sphères du pouvoir, c'est que nous savons que vous êtes là, nous savons que vous existez, nous savons que vous travaillez en profondeur, non pas par des coups violents, par des coups de main, non pas par des méthodes fascistes qui ont été utilisées par le pouvoir en place, mais par un travail pédagogique, un travail quotidien, un travail dans leur famille, dans leur cercle, etc. Donc, nous avons effectivement, et vous faites bien de le souligner, une grande responsabilité pour ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous avons à mettre le doigt là où, effectivement, ça fait mal à l'Algérie. Nous avons à pointer du doigt ceux qui font mal à ce pays-là et ne pas mettre effectivement tout le monde dans un même sac en disant que c'est un pouvoir homogène, etc., etc. Sur votre plateau, nous avons à chaque fois insisté pour dire que c'est un pouvoir multicéphale et dans ce pouvoir multicéphale, il y a effectivement des poches de résistance qui ne sont pas du tout négligeables et qui travaillent. Moi, je me souviens en 1980, pour revenir à la commémoration de cet événement majeur de l'histoire contemporaine de l'Algérie, quelqu'un comme Abdelhak Brerhi, même s'il était du pouvoir, il était ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, il était venu à Tizi Ouzou pour écouter les étudiants, pour écouter les enseignants, etc. Il avait une oreille attentive, lors même qu'il n'avait pas un pouvoir, qu'il n'avait pas une grande influence sur l'équipe dirigeante de l'époque, mais il y avait une oreille attentive. Je rappelle que les années précédentes, en 1973,
J'ai fait partie d'une troupe de théâtre qui jouait Mohamed prend ta valise de Katb Yassine en Kabyle. On a été joué à Tunis. On nous avait obligés à jouer en arabe. Et puis arrivé sur place, nous avons joué en tamazirt. Et on s'attendait à ce que nous soyons arrêtés, tous les membres de la troupe, dès l'arrivée à l'aéroport. Eh bien, je peux dire que Mohamed Siddiq Ben Yahya, qui était à l'époque ministre de l'enseignement supérieur et qui est mort en tant que ministre des Affaires étrangères parce qu'il était en train de régler le conflit Iran-Irak et son avion avait reçu un missile, eh bien cet homme-là, il nous avait écoutés, il nous avait protégés, il a empêché la police politique de nous arrêter, de nous harceler, et de nous torturer comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, effectivement, nous devons avoir cette idée que vous faites bien de soulever, qu'au sein du régime, il y a des femmes et des hommes avec qui nous pouvons poursuivre notre travail pour l'instauration d'un état de droit, d'un état démocratique. Restez avec nous, Hassan Hay, je reviendrai à vous pour un dernier tour de micro. Nordin Oussat, je me rappelle d'un jour où Sid Ahmed Rozali, ulcéré par la folie suicidaire de ses anciens, comment dire, collaborateurs, allez, soyons gentils, j'allais dire acolytes, compères, collaborateurs, avait dit, il avait jeté un gros pavé dans la mare, il avait dit « Nous sommes les harkis du régime ». Il parlait des technocrates qui étaient le soubassement Alors, tout de suite, immédiatement, ça a été le tir de barrage contre lui, non pas de la part des nervis du régime ou du régime lui-même, mais de la part des militants du peuple eux-mêmes qui militaient contre le régime. Et je me rappelle que cela avait dissuadé nombre de grands commis, de grands serviteurs de l'État très honnêtes qui ne demandaient pas mieux que de rejoindre la cause du peuple et qui ont dit « Oh papa, vous avez vu ce qu'ils lui ont fait ? Ils l'ont quasiment lynché. Si jamais on va vers ce peuple, il va nous jeter, il va nous... » Donc, comment faire, Nordin Oussat, pour essayer de ménager ceux qui sont nos alliés naturels, ceux qui sont avec nous, ceux dont on ne peut pas se passer tout simplement. On ne peut pas dire on jette tout le monde dans la poubelle, parce qu'il y a au sein de ce régime, malheureusement, des gens qui, non pas seulement pour gagner leur pain ou faire nourrir leur famille, mais qui veulent vraiment servir. Ce sont des serviteurs de l'État, parce que même s'il n'y a pas d'État dans leur notion, dans leur esprit, il y a un État quelque part, même s'il n'est pas formel. Alors comment faire parce que je ne doute pas que le Hirak va revenir en force après le corona. Il va revenir comme un raz-de-marée, comme un tsunami. Mais en attendant, comment faire pour commencer à travailler pour faire en sorte que tous ces alliés naturels du peuple algérien, qui sont au cœur du régime, qui en sont même, j'allais dire, le pilier, sans lui, il tomberait ce régime. Parce que ce sont ces hommes-là qui sont les piliers de la vie en Algérie. Comment faire pour les convaincre qu'ils sont avec nous, qu'ils sont des nôtres et qu'ils doivent nous rejoindre? C'est Jamaldine, je vous remercie vraiment infiniment pour cette question, sa formulation, et aussi d'avoir rappelé ce propos de Sid Ahmed Rozali. Parce qu'en fait, toute cette question, elle cristallise et elle résume un peu toute la situation. Le peuple, le Hirak, le pouvoir, ses composantes, l'histoire, les harkis. Et tu sais, c'est Jamaldine, moi ça fait 33 ans que je suis en France. J'ai passé 10 ans dans le sud de la France et là-bas, j'ai eu l'occasion de connaître les harkis. Les connaître, les rencontrer, voir les camps où ils vivaient, etc. Je dirais, pour faire bref, parce que j'ai un live à 19h sur ma page Facebook, donc je dirais que le premier point, c'est que les Algériens soient enfin vraiment dans leur, je dirais, globalité mature, qu'ils assument leur histoire, qu'ils aient confiance en eux, surtout.
Parce qu'on doute de l'autre quand on doute de soi-même. Quand on a confiance en soi, on peut avoir affaire et à traiter avec l'autre comme il est, sans avoir peur qu'on soit écrasé, qu'on soit dupé, qu'on soit arnaqué ou autre. Non. Premièrement, le peuple algérien doit reprendre confiance en lui. Rien qu'il y a 2 jours, j'entends ou je lis à l'occasion du 16 avril, du 16 avril que Cheikh Ben Badis était un harki. Subhanallah. L'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader. Messali el-Hajj. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Mais c'est totalement fallacieux, faux, fabuleux. Il faut que les Algériens retrouvent leur histoire et sachent qu'ils ne sont pas un peuple saint, ils ne sont pas non plus un peuple corrompu. Il y a des gens vaillants, je dirais des patriotes, et il y a aussi des traîtres, il y a des couards, il y a des lâches, il y a de tout. Au sein du peuple et au sein du pouvoir. Mais un peuple, c'est un tout, c'est tout cela. Donc c'est pour cette raison que, comme il l'a si bien rappelé, je connais avec les exemples qu'il a cités de Bralhi, de l'ancien ministre Ben Yahya, etc., il y a au sein du pouvoir, c'est vrai, à chaque fois, des gens mais qui étaient ou qui pensaient qu'il valait mieux rester là où ils sont, ils vont limiter les dégâts, ils vont essayer de faire du bien, mais en fait, malheureusement, malgré eux, ils ont été les harkis du pouvoir. Parce que ce pouvoir-là, il fallait peut-être se démarquer pour qu'on ne soit pas caution pour ce pouvoir. Donc, il faut que le peuple reprenne confiance en lui, que son passé, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris, et que son avenir ne peut être que meilleur s'il a confiance en lui, dans l'unité, dans la fraternité, dans, je dirais, la silmia, dans le mouvement pacifique. On a beaucoup d'atouts, énormément d'atouts. On le voit avec ce confinement où l'épidémie du corona, malgré, je dirais, les lacunes du pouvoir qui ne fait pas son travail, les médecins qui ont malheureusement été matraqués il n'y a pas plus loin qu'1 an et demi en arrière, ils font leur travail, ils sont en train, jour après jour, semaine après semaine, faire des martyrs, des martyrs du devoir, des martyrs dans leur travail sur le front de la lutte contre ce coronavirus. Donc, voilà, les harkis du pouvoir, ça suffit. Les gens doivent assumer leurs responsabilités. Ce pouvoir-là, il est fini, il doit partir et la parole doit revenir au peuple. Restez avec nous, Nordine Aoussat. Aïssa Rahmoun, sur ce sujet, après la partie 1 du Hirak ou du Hirak 1, en attendant la reprise du Hirak 2 après le passage du fléau, Inch'Allah, il faut à la khair, ou Inch'Allah, il y a le remède avant que ce ne soit une hécatombe chez nous, parce que, je vous le dis franchement, je ne veux alarmer personne. S'ils ne trouvent pas de remède rapidement, les autres, les occidentaux, ou le vaccin, ou quelque chose, ça va être une catastrophe chez nous. Parce que chez nous, ils ont mis le secteur de la santé à plat, il n'existe plus quasiment. On a peur maintenant, même pour les autres malades, je me demande ce qu'ils deviennent. Les gens atteints du cancer, les gens qui ont des problèmes de reins et d'autres, j'en passe, beaucoup de maladies chroniques qui sont maintenant dans l'enfer parce que personne ne s'occupe d'eux. Et donc, s'il y a une forte propagation du corona, Rabbi yistar. Inch'Allah, يظهر الخير قبل ما نوصلوا لهذا الستاد هذا. ولكن Aïssa Rahmoun, en attendant de reprendre notre deuxième souffle pour poursuivre nos revendications très légitimes d'un état de droit. Est-ce que l'État qui est en train de faire peur à tout le monde, y compris aux gens les plus positifs qui sont au sein du système, je ne dis pas du régime, du système, en tant que tout,
est-ce que nous ne pourrions pas déjà commencer à leur envoyer des signaux positifs pour leur dire très fouche, quand on dit on ne va pas lyncher tout le monde. D'ailleurs, on ne va lyncher personne. Nous, on est des démocrates. On ne va pas jeter tout le monde à la poubelle. Vous aurez votre place parce que vous avez servi, parce que vous ne vous êtes pas servi, parce que vous êtes des serviteurs de l'État. Mais le moment est venu de vous démarquer aussi. Il faut venir du côté du peuple de façon claire. Il ne faut plus avoir peur. Il ne faut pas la Samelost, attendre d'où il penche. Issa Rahmoun. Je vous donne un exemple pour rester dans le chapitre de la question. Dans les comités de village, dans la roche qui m'écoulou عندنا تجمع في الدرس مثلا واحد كيكون ربط عليه الدشره. La question qui se pose, الدشره اللي تولي عنده ولا المغضوب عنه اللي يولي عند الدشره. هذه هضره. C'est la question qu'on se pose. Soit. Alors je dis la chose suivante. Le peuple algérien a donné ce qu'il a de meilleur. Pardon de vous interrompre. هو اللي يولي الدشره المفروض. Mais الدشره doit lui envoyer des signes de bienveillance. Ça veut dire qu'on ترجع انا ما نهينكش. On ne va pas t'humilier. On ne va pas te dire fous le camp. Vous voyez ce que je veux dire? Issa Rahmoun? Ah ben, nous allons essayer de le rappeler. Pour lui donner le mot de la fin. Alors, Hassan Hirish, le mot de la fin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce que vous pourriez dire à tous nos compatriotes qui sont confinés, qui ont peur, qui parfois qui sont en temps de détresse, particulièrement ces millions et ces millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont le confinement a aggravé la situation et qui malheureusement ne trouvent pas suffisamment de solidarité autour d'eux. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je pense que aussi bien le 80, le mouvement de 80, celui de 2001, celui d'octobre 88 et surtout le de 2019, justement, ont conduit à la réémergence des solidarités ancestrales qui sont toujours là, sous-jacentes, dans la culture collective algérienne. Et cette solidarité, ces valeurs justement d'aider l'autre sont encore vivaces et il faut continuer à les assumer, à assumer son histoire, sa culture. Et je pense que c'est à partir de là, et on le voit d'ailleurs sur le terrain, que les jeunes et moins jeunes s'interrogent, essayent de s'organiser par petits groupes, de façon locale, régionale, ainsi de suite, dans leur quartier, pour justement faire face aux difficultés qui ont été générées d'abord par le régime en place. Un régime qui n'a jamais préparé, qui n'a jamais fait le moindre effort pour prévenir les dangers qui guettent la société algérienne. Que ce soit en termes de santé, que ce soit en termes économiques, que ce soit en termes de catastrophes naturelles, etc. Nous avons vu dans les tremblements de terre comment les gens s'organisent pour aider les victimes, alors que l'État est toujours le dernier à intervenir et à mal intervenir, sinon à essayer de récupérer politiquement ces opérations. Donc pour répondre à votre question, moi je pense que l'élan du cœur des Algériens de 80, de 88, de 2001, de 2019, il doit être valorisé. On doit franchement ne pas hésiter à dire du bien des uns et des autres, parce qu'on passe trop notre temps à se critiquer, à trouver des failles, à chercher des poux sur la tête du voisin, à dire comme Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, etc. Donc, assumer nos responsabilités là où nous sommes,
avoir cet élan du cœur, être ouvert, être généreux, être à l'écoute, ne pas faire ce qu'on appelle en psychologie comportementale de lecture de pensée, c'est-à-dire croire que l'autre va penser ceci, va penser cela, etc., alors qu'il suffit de l'écouter et ne pas compter sur le pouvoir parce que rien ne viendra d'en haut. C'est à la société de s'organiser, c'est à la société de revenir sur l'ancien système, la sociocratie, c'est-à-dire tout simplement une gestion consensuelle, une gestion de confiance des uns et des autres. Et je crois que l'élan de ce que nous avons décrit en 80, 88, 2001 et 2019 est là pour montrer que l'Algérien est sur ce chemin-là, il se serre les coudes et je crois que c'est le message qu'il faut que chacun de nous continue de transmettre. Merci Hassan Hirsch, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Aïssa Rahmoun, le mot de la fin vous revient. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu tout à l'heure. Je vous disais seulement, c'est vrai, الواحد هو اللي يروح للدشرة مش الدشرة تروح ليه, ولكن il faut que الدشرة lui envoie un message clair. Ça veut dire si tu viens vers nous, on ne va pas t'humilier, on ne va pas te rejeter. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, Si Jamal, je vous dis sincèrement, le peuple algérien a donné le meilleur de ce qu'il a. Il a donné ses enfants, il a sacrifié son passé, son sang. Actuellement, il est conscient de son présent. Il ne veut pas hypothéquer son avenir. La question, elle est à ce niveau. Je vous rappelle une anecdote qu'on a eue de Sil Hussein Rabbi Yarhamou Eid Ahmed. En 2007, il nous a reçus en tant que délégation de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. C'était à l'occasion de la tenue du congrès du Front des forces socialistes, du FFS. Et au cours des discussions, comme ça, on parlait de Bdjaoui. Il nous racontait deux anecdotes. Lorsqu'il était jugé devant la Cour de sûreté de l'État, en 64-65, je ne me rappelle plus de l'année, Bdjaoui était inspecteur général du ministère de la Justice. Bdjaoui a émis le vœu de rendre visite à Eid Ahmed avant son procès. Donc, ils se connaissaient durant la révolution algérienne. Donc, Bdjaoui a dit à Sil Hussein, Smahli Sil Hussein, je peux rien faire. Sil Hussein lui répond de cette manière. Il lui dit, si vous pouvez faire quelque chose, vous démissionnez. Alors, imaginez en 99, Bdjaoui est devenu président du Conseil constitutionnel. À l'occasion de la campagne présidentielle où Hussein Eid Ahmed était candidat à la présidentielle, il était reçu par Bdjaoui, qui était président du Conseil constitutionnel, avec 5 autres candidats à pourvoir ce poste de présidence. Donc, ils lui ont signalé des anomalies, des traficotages, pas libres et transparentes. Bdjaoui, il disait à Hussein Eid Ahmed, si le Hussein, je peux rien faire. Il lui rétorque de la même manière. Encore une fois, vous pouvez démissionner. Donc les conjonctures sont différentes. Le contexte, il est différent. Si Bdjaoui pouvait démissionner par rapport à ce contexte, à ces deux contextes, un procès d'un révolutionnaire, une élection présidentielle, mais actuellement, des spin doctors, ceux qui aiment ce pays, qui sont dans le régime, je ne suis pas d'accord qu'ils démissionnent, parce qu'une alternance, une transition nécessite forcément politiquement correcte une passation de consignes, un passage de flambeau, une période de transition, une gestion correcte qui obéit aux règles et aux intérêts suprêmes de l'État. D'accord, mais c'est à eux de faire des signaux, parce que le peuple a tout donné. C'est à eux de donner le minimum. Barakallahu fik. Merci Aïssa Rahmoun. Merci Hassan Hirsch. Merci Nourdine Aoussat qui nous a malheureusement quittés avant le moment où il devait prendre la parole. J'espère vous revoir bientôt dans cette émission. Hassan, votre Skype est très bon.
Maintenant, Merci. on vous lâche plus. Merci. Merci, à Merci bientôt. Hassan, à bientôt. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikoum, ya'tikum saha. Merci pour votre patience. Je sais que ce n'est pas toujours facile. C'est la télévision au temps du corona, comme on dit. Ce que je voudrais, c'est que, vous savez, moi je vais être honnête avec vous. Moi je rêve de quelque chose et alhamdoulilah, généralement mes rêves se réalisent. Il y a une vidéo d'Al-Magharibiya, une ancienne, où je disais je rêve du jour où les Algériens sortiront par millions. Et je les vois d'ici 20 millions d'Algériens dans la rue en train de demander l'établissement d'un état de droit, le retour à la dignité. 20 millions d'Algériens aux quatre coins du pays. Vous pouvez la voir, la vidéo existe. Eh ben, je rêve aussi aujourd'hui qu'en cet événement très douloureux pour nous tous du printemps noir, partout en Algérie, des gens, depuis leur confinement, depuis leurs fenêtres, leur balcon, depuis leur quartier, Zgharit, le Mahres, واللي ما يقدرش فاتحة رحمة اللي توفى une pensée pour leurs familles qui ont souffert, qui continuent de souffrir. ربي يعطيكم الخير يعطيكم الصحة. Je vous rappelle qu'une nouvelle vient de me parvenir, que le prix du baril est descendu, attendez qu'on me confirme, je crois à moins de $10, il me semble. Moins de $10, vous imaginez? C'est de la folie pure. بقاو على خير، بسلامة, à bientôt.